Bonjour à tous, bienvenue dans cette playlist dédiée à la découverte de GitHub Copilot. Dans cette première vidéo, nous allons poser les bases. Nous allons voir ce que c'est que GitHub Copilot, comment l'installer et surtout comprendre pourquoi aujourd'hui il ne se limite plus uniquement à l'écriture du code. Alors, c'est quoi GitHub Copilot? Pour comprendre ce que c'est que GitHub Copilot, on va observer ce robot. Regardez, quand je bouge ma souris, il regarde devant, il regarde en haut, il regarde en bas. Mais soyez un peu plus sérieux, ce n'est bien sûr pas ça, GitHub Copilot. GitHub Copilot, c'est tout simplement un assistant intelligent basé sur l'intelligence artificielle développé par GitHub. Son objectif est très simple. C'est tout simplement de nous assister au quotidien dans nos travail, notamment en tant que développeur. Mais il faut savoir que cela ne se limite pas qu'à ce cas. À l'origine, GitHub Copilot était surtout connu pour aider à écrire du code, mais aujourd'hui, son rôle va son rôle va bien plus loin. Par exemple, il peut notamment vous aider à expliquer du code existant, proposer des corrections, aider un debugging, analyser des logs, analyser du texte, reformuler du texte et même aider à préparer une formation. Alors, si je parle de préparation de formation ici, c'est juste pour vous dire effectivement que moi, je l'ai déjà utilisé pour pouvoir préparer une formation. Alors, comment est-ce que vous allez avoir ces magnifiques outils? Pour avoir ces magnifiques outils, il faut tout simplement se rendre sur GitHub Copilot. Donc, pour cela, je vais tout simplement vous mettre le lien pour que vous ayez la visibilité aussi à votre niveau. OK? Donc, ici, voici tout simplement le lien. Pour ceux qui n'ont pas retenu le lien, vous pouvez juste taper GitHub Copilot. Voilà. Et une fois que vous aurez GitHub Copilot, vous choisissez ce lien-ci, OK? Et à partir de là, vous aurez donc la possibilité de commencer à utiliser GitHub Copilot. Alors, pour pouvoir l'utiliser, il va tout de même avoir besoin de certains prérequis, tels que effectivement votre compte GitHub. Donc, pour ce faire, vous allez cliquer tout simplement ici, c'est Get Started to Free, OK? Maintenant, si vous êtes intéressé notamment à explorer les différentes options de tarification, vous pouvez choisir la deuxième option, mais nous, on va rester sur ceci. Donc, vous cliquez là, sur Try Now, OK. Et à ce niveau, si vous avez un compte GitHub, vous vous connectez avec votre compte GitHub. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez plutôt sur Sign In. Vous cliquez plutôt sur Continue with Google pour ceux notamment qui veulent souhaiter connecter leur compte GitHub avec leur compte Google, ce qui n'est pas mal pour notamment centraliser le moyen par lequel vous vous authentifiez. Donc, nous, on va choisir Continue with Google. OK. Maintenant, une fois que vous l'avez, donc moi, je choisis mon compte. OK. Voilà. Et bien sûr, j'autorise à ce qu'il ait accès, donc c'est-à-dire GitHub ait accès à l'ensemble de ces éléments. Maintenant, lorsque je l'ai fait, vous choisissez effectivement votre pays. Donc, moi, je vais continuer en cliquant tout simplement sur Create Account. Voilà, comme ceci. Et une fois mon compte créé, j'aurai par défaut accès à GitHub Copilot sur en fait mon navigateur, c'est-à-dire via mon compte GitHub. Donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner votre carte bancaire pour pouvoir bénéficier de l'offre payante. Alors, grâce à l'offre payante, ce qu'il faut savoir, c'est que GitHub Copilot embarque pas mal d'argent. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il ne se limite plus qu'à l'écriture du code aussi. Il embarque pas mal d'argent. Donc, si c'est que vous souhaitez avoir accès à tous les argents, il va falloir effectivement choisir un compte payant, c'est-à-dire une offre pro. Mais dans notre cas, on va d'abord choisir l'option gratuite pour ceux notamment qui ne peuvent pas mentionner ne souhaitent pas utiliser le payant. Et à partir de là, vous allez voir comment est-ce que tout de même, c'est-à-dire malgré cette option gratuite, on parvient tout de même à faire certaines choses. Donc pour cela, je vais venir au niveau du dashboard. Voilà. Au niveau du dashboard ici, vous voyez, j'ai déjà le chat intégré de GitHub Copilot. Et au niveau de ce chat, j'ai quelques actions que GitHub Copilot me permet de faire, telles que par exemple la création des tâches, des issues, etc. Alors, vous serez plus à l'aise, bien sûr, avec ce jargon
Si par exemple, vous savez ce que c'est qu'une taxe, ce que c'est qu'une issue, ce que c'est que une pull request, etc. C'est tout simplement pour dire quoi? C'est tout simplement pour dire que l'intelligence artificielle, notamment à l'aide des outils tels que GitHub Copilot ou encore ChatGPT, restent des outils. Cela ne va jamais, je vais dire, remplacer votre compétence ou encore votre connaissance, tout simplement. Et si vous avez les compétences, vous allez pouvoir mieux les utiliser qu'une personne qui n'en a pas. Alors, pour pouvoir créer notre premier projet sur GitHub Copilot, on nous propose directement de créer un repository, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas créer des projets sans repository. Et ça, effectivement, c'est pour ceux qui connaissent comment fonctionne GitHub. Ça, c'est toujours pour faire appel à votre compétence. Donc, les amis, j'insiste sur le fait que il faut toujours vous former. Et plus vous allez vous former, plus l'utilisation des outils d'intelligence artificielle seront bénéfiques pour vous et non par contre, c'est que vous n'êtes pas formé, tant pour moi, les outils d'intelligence artificielle vont tout simplement vous entourlouper de temps en temps et vous perdre pas mal de temps. Et vous n'allez pas pouvoir bénéficier de la pleine puissance de ces outils. Alors, si je souhaite maintenant, pour revenir à notre navigateur, si je souhaite maintenant avoir une interface dédiée uniquement à GitHub Copilot, c'est-à-dire avec une vision grande, il suffit juste que je clique ici et là, je clique sur GitHub Copilot. Donc, je clique sur Copilot, voilà. Donc, une fois que je l'ai fait, vous aurez donc ici, vous voyez le chat en grandeur nature. Là, vous voyez que vous êtes en option free. Et ici, vous avez l'ensemble des agents. Il y a des agents qui sont bloqués parce que tout simplement, vous n'avez pas la version payante. Comme par exemple, tous les agents Claude à partir de la version 4, bien sûr, excepté Claude Heku, vous avez la possibilité de, je veux dire, vous n'avez pas la possibilité de les utiliser. Voilà. Et d'autre part, ici, à droite, vous avez la possibilité de voir les différents navigateurs avec lesquels GitHub Copilot, les différents IDE, autant pour moi, avec lesquels GitHub Copilot est compatible. Donc, par exemple, VS Code, etc., JetBrains, etc. Donc, il y a ces outils-là avec lesquels GitHub Copilot, ces idées avec lesquelles GitHub Copilot sont compatibles. Donc, Visual Studio Code, JetBrains, Eclipse, NeoVim, voilà. Donc, il y a pas mal d'éditeurs. Dans une prochaine vidéo, vous allez comprendre la puissance d'avoir ça au niveau des éditeurs. En fait, la puissance d'avoir ça au niveau des éditeurs nous permettra de faire pas mal de choses. Mais tout ce que je peux déjà vous dire, les amis, c'est que ce qui fait la grande puissance de GitHub Copilot, c'est la facilité avec laquelle on peut lui passer du contexte. Et cette facilité avec laquelle on peut lui passer du contexte est tellement due au fait que elle ne se limite pas, par exemple, au niveau, c'est-à-dire l'utilisation de GitHub Copilot, ne se limite pas uniquement au niveau du navigateur, c'est-à-dire au niveau de notre compte GitHub. Elle va jusqu'à dans nos, je peux dire, dans nos PC locaux, mais je peux dire dans nos PC locales, tout simplement. Donc, grâce à cela, on aura donc par exemple la possibilité de pouvoir ouvrir un dossier avec GitHub Copilot. Et comme aujourd'hui avec VS Code, on peut se connecter à plusieurs autres outils, parmi lesquels par exemple un serveur, un Raspberry Pi, bref, imaginez tous les systèmes sur lesquels vous pouvez vous connecter aujourd'hui avec VS Code. Et si vous parvenez à vous connecter avec VS Code sur ces outils, étant donné que vous allez pouvoir intégrer VS Code dans GitHub, c'est-à-dire intégrer GitHub Copilot dans VS Code, vous aurez donc la possibilité d'utiliser la puissance de GitHub Copilot sur tous ces outils. Dans la prochaine vidéo, on aura notamment l'occasion de voir notamment comment est-ce qu'on fait pour avoir GitHub Copilot en local. On aura la possibilité de le voir. Mais avant d'y arriver, faisons déjà quelques tests de GitHub Copilot ici sur notre navigateur pour bien comprendre à quoi est-ce qu'il sert, par exemple, au niveau du navigateur, à quoi est-ce qu'il peut vous servir, notamment si vous avez un compte de GitHub. Déjà, je vais rappeler un élément clé ou bien de GitHub. GitHub, c'est ce repository
qui permet notamment de, bon, on va dire à la base, c'est tout simplement ce repository, on va dire remote, voilà, qui vous permet tout simplement de versionner votre code. Mais aujourd'hui, il va bien plus loin que ça. Aujourd'hui, avec GitHub, on peut gérer notamment un projet logiciel de bout en bout. Parce qu'il y a une partie gestion du projet, il y a une partie CI/CD, il y a une partie effectivement versionning du code, il y a même aussi les webhooks qui vous permettent d'être notifié par exemple à la suite des différents CI/CD. Aujourd'hui, avec GitHub Copilot, on a pas mal de fonctionnalités qui peuvent nous permettre de gérer de bout en bout un, je peux dire un projet logiciel. Du coup, moi, ce qui va m'intéresser ici, beaucoup plus la partie navigateur, c'est effectivement cette gestion du projet. Et c'est la raison pour laquelle ici, vous voyez, il vous dit task, create, issue, write, git, pull request. Comment est-ce que en utilisant cet outil, par exemple, je peux facilement gérer mes projets, tels que par exemple la création des issues, l'affectation de ces issues à mes différents milestones, etc. Si vous ne comprenez pas les expressions, c'est tout à fait normal. Si c'est que vous n'êtes pas formé sur la méthodologie Scrum, ou bien encore si c'est que vous n'êtes pas formé, notamment dans la gestion des projets, en utilisant les approches agiles. C'est tout à fait normal, ce n'est pas grave. Tout ce qu'il faut faire, c'est tout simplement vous former. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste encore une fois de plus. Si vous n'êtes pas formé, vous n'allez pas bénéficier de la puissance des outils parce qu'en réalité, vous ne saurez pas quoi réellement en faire et d'autant plus, vous ne saurez pas comment fournir le contexte. Alors, c'est quoi le contexte? Du coup, on peut se poser la question, c'est quoi le contexte? Donc, les amis, soyez-en sûrs, on ne s'égare pas de la vidéo, vous comprenez? Mais c'est très important que je fixe ces bases pour que vous soyez en mesure de bien utiliser l'outil par la suite et de savoir quels sont les prérequis qu'il vous faut. C'est quoi le contexte? Pour définir c'est quoi le contexte, je peux utiliser GitHub Copilot, mais je préfère encore vous présenter un autre outil d'intelligence artificielle très rapidement, ChatGPT, certainement vous le connaissez, pour que par la suite, vous allez bien voir la puissance de GitHub Copilot par rapport à ChatGPT. C'est pas pour dénigrer ChatGPT, mes amis, simplement. Vous allez par la suite vous-même, dans la suite des vidéos, comprendre à quel point GitHub Copilot nous facilite le passage du contexte. Et c'est ça qui fait sa puissance. Donc pour cela, c'est-à-dire pour comprendre c'est quoi le contexte, je vais venir plutôt sur ce navigateur-ci où j'ai en fait une version de ChatGPT Pro. Voilà. Donc j'ai cliqué sur chatgpt.com. OK. Pour comprendre ce que c'est que le contexte, je vais demander à ChatGPT, c'est quoi le prompt engineering? Si j'écris mal, c'est pas grave. Voilà, je vous pose la question, c'est quoi le prompt engineering? Et ensemble, on va tout simplement lire la définition qu'il va nous fournir. Il nous dit, le prompt engineering, c'est l'art de bien formuler une question ou une consigne. Une consigne, il met entre parenthèses un prompt pour obtenir la meilleure réponse possible d'une IA comme ChatGPT. En plus simple, c'est ce que tu écris est égal à ce que l'IA comprend et fait. Donc, mieux tu écris ta demande, mieux sera le résultat. Alors, quel est le rapport avec le contexte? Peut-être la question que vous vous posez, c'est quel est le rapport avec le contexte? Il dit exemple concret. Prompt vague, explique les volcans. Prompt bien ingénieux, explique les volcans à un élève de 14 ans avec des exemples. Je passe dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contexte. Vous voyez, je vais juste te poser la question. C'est quoi le prompt engineering il m'a donné? Maintenant, je vais lui dire, quel est le rapport? Quel est le rapport entre le contexte et le prompt engineering? Voilà. Quel est le rapport entre le contexte et le prompt engineering? Il dit, le contexte est en fait le cœur du prompt engineering. Le lien entre le contexte et le prompt engineering, savoir donner le bon contexte à l'IA. C'est très important. C'est-à-dire que si on ne lui donne pas le bon contexte, vous n'allez pas pouvoir bien faire du prompt engineering. Le contexte, c'est toutes les infos qui aident à l'IA à répondre correctement.
Qui es-tu? Ton objectif, le rôle de l'IA, les contraintes, la situation, etc. Bon, bien sûr, ça c'est dans un cas particulier. Maintenant, sans contexte, explique la Révolution française. Avec le bon contexte, explique la Révolution française à un élève de quatrième en disant. Bref, plus vous serez précis avec l'IA, plus vous aurez des réponses idéales. Et pour pouvoir avoir des réponses idéales, pour être précis, il faut savoir ce que vous voulez. Et connaître ce que vous voulez passe effectivement par, je peux dire, la connaissance, la compétence du domaine dans lequel vous souhaitez que l'IA vous aide. Par exemple, moi, en tant que développeur, connaissant par exemple les principes solides, quand je vais demander un code à l'IA, pour qu'il soit de très bonne qualité, chose déjà qu'il sait très bien faire, je vais par exemple lui dire, OK, applique-moi par exemple les principes solides sur ce code. Si je dis simplement donne-moi du code, même s'il a mis en place du spaghetti, chose qui arrive parfois, notamment aux développeurs juniors, il va mettre en place du code spaghetti. OK, ça va bien marcher au niveau de l'interface graphique. On va tester les fonctionnalités. Et comme là, ce sera bon, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va livrer, le client sera satisfait, mais lorsque le bug arrive, on est bloqué. Parce que tout simplement, on n'est pas en mesure de pouvoir maintenir ce que l'IA a produit. Et c'est tout simplement parce que quoi? On n'a pas, à la base, cherché à monter en compétence sur la techno du langage, par exemple, du développement qui est utilisé ici. Je veux dire dans lequel ici, on a développé l'application avec l'IA. Alors, ici, par exemple, on va faire un petit test. Je vais lui dire, crée-moi une issue. Crée-moi une issue qui permet de fixer le bug de création des, je vais dire des produits. Non, j'ai déjà trop parlé des produits. Bon, je préfère dire des créations. Bref, quand je dis des produits, quand je dis j'ai déjà trop parlé, c'est parce que j'ai fait d'autres vidéos dessus. Ben, je vais dire, crée-moi un bug qui permet de fixer, crée-moi une issue, voilà, qui permet de fixer le bug. On va dire de création, j'ai à parler des compagnies, voilà, on va parler des catégories produits, voilà, ok. Alors, puisque j'ai l'IA, j'ai GitHub Copilot sur GitHub, cela signifie quoi? Il a accès à tous mes repos. Mais sauf que j'ai tellement de repos. Si je lui précise pas le projet sur lequel il va intervenir, il sera en fait, je vais dire, perdu, tout simplement. Il dit, il me pose la question dans quel dépôt GitHub voulez-vous que je crée cette issue, etc. Donc, en fait, tout ceci, c'est pour avoir les précisions sur le contexte. Alors, pour faire simple, je vais par exemple modifier le message et vous allez voir que cette fois-ci, il va me poser, je vais dire cette question aussi. Et vous voyez qu'il me dit quel est le comportement actuel, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quel devait être le comportement attendu, y a-t-il des messages de devraient spécifiques, dans quelles conditions le bug se produit. Donc, tout ça, c'est pour avoir du contexte. Pour une personne qui a déjà l'habitude, par exemple, lui, il va fournir ça à la base. Par exemple, ici, je peux lui dire, crée-moi une issue qui permet de fixer le bug et de création des produits pour le projet concerné par le repos tel. Je vais prendre mon repos ici. Bon, j'ai déjà quand même le repos en tête. Tata, KSM, voilà. Donc, KSM, pour ceux qui sont curieux, c'est tout simplement une ERP de gestion commerciale que j'ai eu à développer en Python. Il n'y a pas de cela, il y a quand même un long moment. Voilà. Donc, je vais lui fournir ça. OK. La première chose, bien sûr, qui va se rassurer, c'est est-ce que bon, j'ai même accès au repos de ce gars, tout simplement. Donc, bien sûr, si c'est qu'il ne retrouve pas le repos dans votre projet, donc c'est-à-dire dans votre compte, il va vous afficher. Il dit, je vais créer une issue pour corriger le bug de création des catégories dans votre projet. Il dit, j'ai créé un brouillon. Et là, directement, il me génère le brouillon. Vous voyez, tout est présent. Et par la suite, maintenant, si je voulais préciser, par exemple, le projet, c'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre repository et projet. Mais il ne peut pas avoir de projet sans repository sur GitHub. C'est pas possible. Un projet, tout il est en repository.
Maintenant, je peux directement même préciser dans mon message à qui l'a signé, quel est le projet, quel est le milestone. Vous voyez? Donc, ça, tout ceci fait partie du contexte. Donc, moi, je ne souhaite pas rajouter l'ensemble de ces éléments. Je vais simplement cliquer sur créer. OK? Je peux simplement je peux tout simplement cliquer sur créer. Maintenant, si c'est que j'avais fourni les autres éléments, comme par exemple le bug, etc., il vous aurait facilité même dans l'écriture on appelle ça comment, des critères d'acceptation. Donc, les acceptations critériales. Il vous aurait aidé même dans ce contexte. Donc, mais dans mon cas, ou bien alors dans notre cas, j'ai pas voulu aller jusque-là. Bref, là, vous avez une mini démo qui vous permet déjà de comprendre que au-delà du code, avec GitHub, Copilot, vous pouvez même aussi gérer vos projets. Mais non, comme je l'ai dit, pour ceux qui ont choisi la version free, ils n'auront pas accès à l'agent Clonet Sonnet 4, mais vous pouvez bien sûr tester les autres agents en mode free. Moi, par contre, qui est souscrit à une version pro, j'ai accès à tous ces agents. Vous voyez, j'ai accès à tous les agents. Maintenant, pour le code, moi, je vous conseille fortement Claude Sonnet. Maintenant, lorsqu'il s'agit peut-être de d'autres choses, comme par exemple, l'analyse des logs, ou même encore peut-être l'écriture d'un article avec GitHub Copilot, là, je vous proposerais de choisir GPT ou bien de laisser tout simplement l'agent auto. Alors, les amis, pour conclure cette vidéo, GitHub Copilot ne sert pas uniquement à écrire du code. Il peut également vous aider, notamment dans le debugging des applications. Bon, ça fait toujours référence au code. Et l'autre élément le plus important, c'est que sa vraie force, en fait, c'est notamment sa capacité à pouvoir comprendre le contexte. Ce contexte peut être un dépôt GitHub, comme par exemple ce que je viens de passer, un dossier présent sur votre machine, un projet complet, des fichiers de configuration, des logs ou même un environnement distant. Plus le contexte est riche, plus les réponses de GitHub Copilot seront pertinentes. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser GitHub Copilot directement en local, notamment avec Visual Studio Code. Cela va nous permettre, par exemple, d'avoir accès à l'ensemble de nos projets, c'est-à-dire dossiers, fichiers, arborescence. Étant donné que, avec VS Code aussi, j'ai la possibilité de me connecter sur des serveurs, on verra aussi sur d'autres vidéos comment est-ce que je parviens à analyser, par exemple, les logs sur un serveur. Alors, sans plus tarder, les amis, dans la prochaine vidéo, rendez-vous pour pouvoir aller plus loin.